Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs. Eh oui, c'est encore moi. Cette semaine, on a décidé avec Émilie d'enchaîner avec le 2e épisode avec Audrey de la Family Globe Exchange. Donc, il y a 2 semaines, Audrey nous avait raconté leurs 7 mois de voyage en Amérique. Et donc, avec Audrey, on avait discuté tellement longtemps que j'avais décidé de couper en fait l'enregistrement en 2 pour que ça reste quand même des durées écoutables dans un podcast. Et donc, cette semaine, voici la 2e partie de ma conversation avec Audrey. Donc, pour rappel, on a enregistré le 12 septembre, donc ça faisait à peu près 2 semaines qu'ils étaient rentrés. Et je vous le disais en conclusion du dernier épisode, à ce moment-là, Audrey avait encore les émotions dans tous les sens. Elle avait été happée, toute la famille se retrouvait happée par le retour à la vie normale. Et Audrey était celle qui le vivait le moins bien dans la famille. Donc on commence avec les émotions toutes mélangées du retour. Donc gardez bien en tête que quand on a enregistré, c'était vraiment pas longtemps du tout après leur arrivée en France. Et puis donc dans cette 2e partie de conversation, on aborde quelques sujets un petit peu pratico-pratiques de la vie quotidienne en voyage. On parle aussi d'Instagram, quelle place a pris Instagram et toute la communauté d'Audrey dans le voyage, les rencontres, les moments forts qu'ils ont vécus avec d'autres voyageurs, mais aussi avec des locaux, etc. Donc on aborde un petit peu plein de sujets et on commence sans introduction du coup, parce que j'ai vraiment coupé la conversation à un moment donné où on a changé de sujet. Mais du coup, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de « Bonjour Audrey, comment ça va ?» Ça enchaîne directement sur la phrase presque que Audrey disait dans la fin du premier épisode. Et donc, on commence directement par aborder le sujet du retour. Je vous souhaite une très belle écoute. Et arrive le retour. Donc, le retour a été très compliqué pour moi. Le retour, je veux dire le départ. On ne va pas dire le retour, mais le départ était compliqué parce que c'était la fin d'aventure. Ouais. Toujours encore un peu émue. Nos enfants, eux, ils étaient contents de rentrer, de retrouver leurs copains et de retrouver des habitudes qui leur avaient manqué, la bouffe, leur chambre, des petites choses comme ça. Même si ils étaient contents, puis 1 heure après, ils nous disaient ouais, mais j'ai pas envie de partir. Donc, ils étaient toujours dans cette ambivalence-là, mais avec quand même une forte envie de retrouver ce qui leur ont manqué pendant 7 mois. Ce que je pouvais très, très bien comprendre. Nous aussi, on a été en manque de copains, famille aussi. Mais c'était pour moi davantage la fin de ce 2e grand voyage, tous à 6. Et c'était ça, en fait, qui était un peu compliqué de se dire, quand tu prépares un voyage aussi longtemps en amont, que tu le vis pendant 7 mois et que tu sais que tu arrives à la fin de tout ça, c'est la fin d'un aboutissement, d'un rêve, d'un truc dans lequel tu t'es projeté et de se dire, OK, il va falloir repartir dans un quotidien. En plus, nous, je pense qu'après coup, le timing n'était pas forcément le mieux dans ce qu'on a choisi, mais là encore, on est des personnes qui veulent profiter jusqu'au bout. Donc, on est rentré le dimanche chez nous, on reprenait le travail le lundi, avec un déménagement dans la maison, avec la reprise du travail, la rentrée des classes, plein de choses qui nous paraissaient loin et simples, et en fait qui se sont révélées rapides, beaucoup trop vite, et très compliquées à tout gérer d'un coup. Mais on le sait, pourtant, quand on part, qu'il y a le retour, on se dit que ça va arriver. Même pendant le voyage, je le voyais bien, ça se tramer quand on arrivait dernier mois, dernière semaine, dernière journée. Mais je crois qu'on est tous différents, on l'anticipe tous différemment, et on est tous pas forcément préparés à ce tsunami qui débarque dans nos cœurs, dans nos têtes. Ouais. Mais c'est vrai, moi, à titre personnel, c'est une question que je me pose beaucoup parce que notre plus long voyage, ça a été 2 mois en Océanie. C'était une parenthèse tellement extraordinaire. Pourtant, on avait d'importants projets après, puisqu'on changeait de pays, commençait des nouveaux boulots, on avait toute une vie à réinventer. Donc, c'était aussi, tu vois, très stimulant, très excitant. C'était des projets qu'on a aimé préparer aussi. Il m'a fallu tellement longtemps pour
je sais pas, pour me couper de cette vie, tu vois, faire un peu le deuil de cette liberté que tu as, voilà, le petit cocon avec juste ta famille, tes enfants très proches, tu vois, là, le petit cocon resserré. Donc oui, j'imagine en fait, après 7 mois, que c'est encore plus dur. Et même si tu te prépares, même si tu avais déjà vécu ça une première fois aussi, après un premier long voyage d'1 an, en fait, je sais pas si tu peux, ok, tu peux te préparer en te disant, je vais être chamboulée. Mais est-ce que tu peux empêcher d'être chamboulée? Je sais pas en fait. Et curieusement, tu vois, je pense qu'en plus, ça dépend réellement du moment du voyage, etc. Je ne me souviens pas. Alors peut-être qu'aussi on oublie et qu'on garde tout ce qui est le meilleur. Hein. Notre cerveau, il est hyper bien fait. Mais par contre, non, je pense fondamentalement que mon retour a été beaucoup plus difficile là que la première fois. La première fois, tu sais, je pense que c'est aussi lié au contexte. On est revenu le 21 juillet et on reprenait à travailler donc fin août. Donc on a eu plus d'1 mois pour atterrir, voir les copains, voir la famille, faire la surprise de cette grossesse. Et oui. Et donc il y avait cette magie, il y avait cette grossesse qui était toujours ce lien avec le voyage qu'on avait vécu, ce bébé qui allait arriver, etc. Là, je suis pas revenue enceinte. Et donc, du coup, voilà, tu reviens et là, on a été happé trop vite. Sans doute, à refaire, je ferai un atterrissage plus en douceur. Ouais. Mais sur le moment, c'est comme ça, je le voyais comme ça. Je voulais vraiment en profiter jusqu'au bout. Je grappillais chaque journée possible pour être avec eux. Et je trouve que autant le voyage, en fait, aujourd'hui, on a l'impression, ça qui est fou, ça me fait beaucoup de bien d'en parler avec toi aujourd'hui, on a l'impression que ce voyage, il n'a pas existé ou qu'il est tellement loin derrière nous que ça a été un rêve parce que je pense que justement, on n'a pas eu le temps d'atterrir. Et là, d'en parler avec toi aujourd'hui, je me dis, bah ouais, en fait, il était là, ouais. Il a existé, il était bien présent. C'est vrai, vous êtes rentré sur les chapeaux de roue. Ce retour, ça a été en fanfare. En plus, vous êtes arrivé, vous avez retrouvé votre maison, alors qu'elle était minimaliste en termes de déco, de toute votre vie qui était rangée dans la chambre de Valentin. Donc en fait, vous êtes rentré, il a fallu réorganiser votre maison. Ouais, et en plus, tu dis un truc minimaliste, et on est rentré, on s'est dit, mais pourtant on avait tout enlevé, mais il y a déjà tellement de choses. En fait, on se retrouve dans une maison immense, alors qu'on a partagé une chambre d'hôtel ou un petit appart ou un truc comme ça pendant 7 mois. Et en fait, tu as une claque quand même quand tu rentres. C'est-à-dire que tu te rends compte que tu as beaucoup trop de choses. Alors, ça m'avait déjà fait ça la première fois. Et j'avais donné, j'avais fait vachement de tri, etc. Mais là, encore une fois, on se dit, mais on vit dans un monde à profusion, en fait. Ouais. Et ça, ce décalage, il est aussi assez violent, je trouve. Ouais, alors que pourtant, comme tu disais, ça t'a déjà fait le coup la première fois, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est assez fou. Vous avez vécu juste avec toute votre vie dans un sac à dos et une petite chambre d'hôtel ou 2 pour 6 et voilà, vous aviez tout ce qu'il vous fallait. Exactement. Et pourtant, tu vois, c'est pas pourtant, ça a forcément eu un impact sur nous après notre premier voyage. On faisait vraiment attention ensuite encore plus à nos achats, la façon de consommer, etc. Et là, encore plus, quoi. Tu vois, je me dis, mais on a besoin de rien, en fait. On a tout. Et en fait, ce qu'on a le plus besoin, c'est de nous, en fait, du temps. Et c'est ce temps qu'on va chercher quand on est en voyage. Clairement, on fait un voyage pour découvrir le monde. Mais c'est aussi et surtout, j'ai envie de te dire, pour ce temps en famille. Et quand tu reviens dans une vie où tu es happé par un quotidien qui va beaucoup trop vite, où tes enfants, et c'est normal, ils sont adolescents, vont voir les copains, machin, tu les vois même plus de tes journées. Et pour le coup, ça n'a pas été avec les enfants que c'était plus difficile. Je dirais que c'est avec Fabien. En fait, on a été tout le temps ensemble. On était mari et femme, mais on était aussi confidents, on était les meilleurs potes. On passe nos soirées, les enfants, eux, ils vont se baigner, machin, et nous, on reste ensemble à refaire le monde et à papoter. Quand on est à 6, Valentin est couché. Donc, en fait, tu as un temps
incroyable avec ton mari que tu n'as jamais dans un quotidien de vie. Et donc là, de se retrouver avec nos travails respectifs, la reprise des activités sportives, etc. Et Fabien étant très sportif, du coup, je le vois plus. C'est pas c'est on se voit plus, on se parle plus. Et ça, c'est d'une violence. Il faut quand même un temps. Et je pense que heureusement qu'on discute beaucoup, qu'on dialogue, etc. Parce que c'est vraiment violent. C'est le truc qui m'a le plus atteint, je dirais. Ouais. Et après, on a aussi Valentin. Valentin qui, lui, est encore ancré dans le voyage. Clairement, lui, il a 4 ans et demi. Ce petit bonhomme-là, il a passé 7 mois de sa vie à être H24 avec nous. Et le retour, pour lui, est d'une violence énorme. Ah ouais. Oui, parce que lui, en plus, il ne se rend pas compte. 7 mois, quand on a 4 ans et demi, 7 mois d'une vie, c'est presque toute la vie, en fait. C'est ça. Et je n'avais pas mesuré quand on était dans le voyage. En fait, tu ne mesures pas les souvenirs qui lui restent de France. Mais quand on est rentré et qu'à la maison, la première chose qu'ils me disent, mais elle est où ma chambre, maman? Je ne sais pas où est ma chambre. Mais je suis restée, mais sans voix, en fait. Et en plus, pauvre petit père, parce que du coup, il arrive dans une chambre qui ne ressemble pas à une chambre, puisque c'était une montagne de cartons. Donc, il a eu pendant 5 jours, c'était hyper compliqué à lui de se projeter dans cette chambre et de ne pas avoir accès à ses jeux, parce que nous, on faisait que dire, tu vas retrouver ton tractopelle, s'il nous en parlait tout le temps de son tractopelle. Tu vois, on essaie de lui trouver des choses il va se promener avec ma maman qui veut nous aider pour aller voir l'âne. L'âne, il y allait tous les jours. Il ne se souvenait même pas du prénom de l'âne. Ouais. 2 jours après, on va à l'école en centre guillemets, c'est des petites portes ouvertes. Il me tenait la main. Tous ses petits copains étaient en train de dire oui, Valentin, machin. Il était là derrière moi. Je l'entendais dire maman, c'est qui? Tu vois, il ne se souvenait même pas des prénoms des copains. Donc, ça a été dur, vraiment dur pour lui. L'école le premier jour, non, parce qu'on faisait que de lui dire en enthousiasme, tu vas voir l'école, c'est génial, on revient à l'école. Donc, il est allé à l'école, il en avait gros sur la patate, mais il ne nous l'a pas montré. Et par contre, après le reste de la semaine, ça a été extrêmement compliqué pas une fois arrivé à l'école, parce que du coup, c'est un petit garçon qui va vers les autres, qui va, donc il prenait sur lui, il allait avec la maîtresse. Mais à la maison, ça a été hyper compliqué de le voir comme ça, de dire je veux pas à l'école, je veux rester toujours avec vous, je veux plus retourner dans ma maison, je veux retourner en voyage, d'entendre ce genre de mots, c'est dur en tant que maman. Même si je sais très bien que c'est juste un temps qui va se réadapter, il a une force incroyable, il va se réadapter de tout. Mais c'est des moments déjà de toi quand tu es un peu en doute, en questionnement. Oui, toi-même, tu es hyper chamboulée de ce que tu as vécu, etc., de tous ces changements. Qui te questionnent et qui te font un peu mal quand même, quoi. Ouais, du coup, c'est pas facile de l'accompagner. Mais par contre, Valentin va se réadapter hyper vite. Ça, c'est les enfants, ils ont tellement une facilité. Il va très vite comprendre que c'est ça sa nouvelle vie, en fait. Peut-être il va pas forcément faire le lien avec la vie d'avant le voyage, mais voilà, il va comprendre que c'est ça sa nouvelle vie. Il va forcément se réadapter, puis trouver les trucs qui lui plaisent à l'école, avec les copains, etc. Mais et là, c'est faux parce qu'en fait, tu sens tout le travail qu'on peut faire sur la semaine. Donc là, jeudi, vendredi, c'est beaucoup mieux. Et arrive le week-end où de nouveau, il repasse H24 avec nous. Et de nouveau, le dimanche soir, c'est je ne veux pas aller à l'école, je veux rester toujours avec vous. Donc, tu vois, il a encore ça. Mais c'est aussi, tu vois, c'est ce que je lui explique, c'est tu vas travailler 2 jours, tu vas retrouver maman et papa le mercredi. Tu vas lui montrer les moments où on se retrouve, parce que pour lui, il a besoin. Oui, et en plus, à 4 ans et demi, ils ont beaucoup de mal aussi à se projeter dans le temps. Donc, 7 mois, c'est presque toute sa vie, mais 2 jours d'école et on se retrouve le mercredi, il a un petit peu de mal à visualiser encore ce que c'est. C'est vraiment pas facile encore à cet âge. Donc, tu lui dis 2 jours d'école, c'est pas beaucoup, on se retrouve mercredi, mais en fait, il comprend pas trop, il se dit que le soir même, ça va être bon. Donc, il a forcément besoin d'un petit temps. Et je dois dire que Valentin, on l'a beaucoup vu sur Insta, et alors ce petit bonhomme, il a quand même vécu sa meilleure vie. À tous les parents qui hésitent à emmener des jeunes enfants en voyage, non mais franchement, il a trop kiffé, quoi. Avec ses parents, ses grands frères et sœurs qui l'ont bichonné aussi. C'est vrai. En fait, je pense que réellement, celui qui a été le plus épanoui et le plus heureux sur les 7 mois en continu, on va dire, c'est Valentin.
Valentin, c'est un petit garçon qui avait tout ce qu'il aimait, il l'avait avec lui. Il voulait jouer avec ses frères et sœurs. Il a eu 7 mois où il a fait que ça. Il adore découvrir, voir les animaux. Il avait fait que ça. Il adore l'eau. Il y avait la mer. Il avait son papa et sa maman qui étaient tout le temps là. Il nous a bluffés, même si c'était un petit garçon qui s'adaptait très vite, mais là, il s'adaptait d'une main de maître, il dormait partout. Dès qu'il avait besoin de récupérer, il s'endormait partout. Non, ça a été réellement une facilité de voyager avec lui, quoi. À aucun moment, on a trouvé ça difficile de voyager avec un jeune enfant et des ados. Ça a été beaucoup plus facile que le premier voyage parce que nous, on avait 3 grands ados et aussi qui prenaient le relais de Valentin, c'est-à-dire qu'on pouvait aussi avoir du temps qu'à 2. Et oui. Ce qui n'était pas possible dans le premier. C'est-à-dire qu'on leur disait, vous pouvez faire un jeu avec Valentin et papa, on va préparer le voyage. Pas de problème. On les mettait dans une piscine. Et du coup, nous, on les surveillait là comme ça, mais on avait des temps tous les 2. On pouvait prendre un bouquin, etc. Donc non, ça a été génial. Et les relations dans la fratrie, elles ont été incroyables envers lui. Aujourd'hui, c'est plus ma sœur, mon frère, c'est ma Camille, mon Hugo, mon Raphaël, mon frère d'amour. C'est trop mignon. Mais alors, on l'a pas redit là, mais c'est vrai que ce voyage, en fait, c'est ces 3 grands enfants qui vous l'ont demandé à la fin de votre première grande aventure. Vous n'étiez que 5 et Valentin a été conçu pendant le voyage. Donc, tu le disais tout à l'heure, t'es rentrée enceinte et donc ils avaient demandé, ils avaient ressenti un peu d'injustice en disant mais c'est pas juste le nouveau bébé dans la famille, lui il aura pas vécu ça, et donc c'est depuis ce moment-là que vous préparez cette aventure-là à 6, du coup contrat rempli. Je me dis quelle chance ils ont eu, pas quelle chance, mais quelle bonne idée ils ont eu de nous proposer ce voyage. Alors même si sans doute on l'aurait eu dans notre tête à un moment donné, mais en fait je trouve ça vraiment très chouette que Valentin ait pu vivre ça aussi. C'est pas facile, tu sais, quand tu vis une grande expérience avec une partie des enfants et qu'il y a un autre enfant qui est arrivé après. Je parle là d'un tour du monde, mais j'imagine que ça peut fonctionner pour plein de choses dans la vie. Et de se dire, on a vécu un moment unique et fort pendant un nombre de temps et l'autre qui est arrivé après ne connaîtra jamais ça. Et moi, je trouve ça d'une injustice totale. Et là, je me dis, mais quel bonheur on a eu de vivre ce moment à 6 avec nos grands-enfants. C'était aussi génial de vivre ce voyage-là avec des ados parce que du coup, tu peux échanger avec eux. L'échange, il n'est pas du tout le même que quand ils avaient 7, 8 et 9 ans. Tu vois. Là, tu avais des vrais sujets, des vraies conversations. Tu pouvais également parler politique, géopolitique dans les pays en question. L'histoire réelle du pays, etc. Je veux dire, en Colombie, on a vraiment fait beaucoup de recherches pour comprendre comment ce pays en était arrivé là et comment aujourd'hui il se relevait de tout ça. On aurait pu le faire aussi au Brésil, en Équateur, je veux dire, ça marche un peu partout. Mais non, c'était vraiment chouette. Ouais. Et du coup, les 3 ados, comment ils se sont sentis pendant le voyage? Est-ce que, tu nous dis, Valentin, lui, pendant 7 mois, en gros, à peu près d'humeur égale au top, pendant les 7 mois. Et les 3 ados, comment ça s'est passé? Alors, ça a été plus variable, en fait, en étant très transparent. Et je pense que c'est important aussi de le dire pour les parents qui écoutent. Qui dit adolescence dit crise d'adolescence aussi. C'est ça, l'humeur est assez variable à la maison en temps normal. Même si je mesure quand même qu'on a des ados quand même cool, mais on a des ados qui se crêpent le chignon, qui se crient, qui s'engueulent, qui sont dans le conflit pour des broutilles, un lit, un machin, un truc. Tout simplement parce que aussi ils ont peu d'espace solo, ils sont toujours ensemble. Et la promiscuité, malgré tout, elle est difficile dans le voyage à gérer. C'est réellement un travail à faire, aussi bien pour le couple que pour la famille, pour les enfants. Et donc, du coup, c'était variable. C'est-à-dire qu'on avait des moments où tout se passait bien, tout le monde était aligné, les 4 enfants, c'était formidable. Et puis, il y a des moments où il y en avait un qui se sentait moins bien parce que les copains le manquaient, parce que l'école, il y avait beaucoup de travail à l'école cette semaine-là. Mais d'une manière générale, quand même, on a remarqué que dès qu'on arrivait à lâcher, c'est-à-dire à sentir qu'il y avait quelqu'un qui était fatigué ou qui n'était pas à sa place, donc on mettait des temps off où on n'obligeait pas
Parce que des fois, on oblige de dire, allez, on va faire une rando. Ah, si, vous venez avec nous, quoi. Et on leur laissait un peu plus de responsabilité, de liberté, de choix, entre guillemets. Eh bien, c'était plus facile pour tout le monde. Donc après, en fait, on tolérait avec Fabien qu'ils n'aient pas envie de venir avec nous nous faire amuser. Ils étaient en âge de pouvoir rester tout seuls à l'hôtel. Donc, on a fait des choses qu'à 2, qu'à 3. Des fois, Valentin faisait la sieste pendant qu'il restait. Camille nous accompagnait souvent. Les gars, c'était de temps en temps, mais d'une manière générale, ils ont quand même fait tout avec nous. Mais oui, mais ils avaient eu des moments, des possibilités de moments un petit peu plus tranquilles, quoi. Voilà, où ils avaient envie de lire, où ils avaient envie de parler avec leurs copains, de faire des visios avec des copains. Et bien ça, je pense que c'est important aussi de leur laisser ce temps-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un décalage horaire. Et quand on dit, bah ouais, mais tu vois, à 6 heures, on sera à l'hôtel, tu pourras le faire. Bah ouais, mais 6 heures du matin, 6 heures chez nous, ça veut dire 2 heures du matin. Et en fait, ça, il a fallu aussi qu'on le comprenne en disant, bah ouais, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais en même temps pour parler avec leurs copains. Et ils en ont besoin. Donc, bah, s'ils ne veulent pas venir avec nous faire le marché, parce que nous, on va aller faire le marché du village à 11 heures du matin, pour parler avec des copains de temps en temps, ok, on le tolère, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que je pense que c'est important parce que au final, le voyage, c'est pas du tout des vacances, c'est vraiment la vie. Et c'est la vie de tous les jours où on découvre, enfin voilà, c'est dans des environnements différents, ouais, c'est important de prendre en compte du coup les envies de chacun à certains moments. Et puis comme ils sont plus grands, comme tu le dis, ils pouvaient rester à certains moments à l'hôtel et chacun a pu se créer des moments un petit peu soit solo, soit plus tranquille, ou au contraire faire la visite qui était attendue. Tu vois, des trucs que nous, on n'aurait pas imaginé, mais ils nous disaient, bah, maman et papa, nous, là, j'ai parlé qu'ils restent à l'hôtel, mais il y a plein de moments, ils nous ont dit, bah non, nous, on va faire un foot. Il y a un city, on va faire un foot, et puis ils allaient jouer avec les enfants, les ados du village. Mais c'était des choses que, tu vois, avant, ils ne nous demandaient pas. Quand ils avaient 6, 8 et 9 ans, on allait sur les aires de jeu, machin, on jouait. Quand nous, parents, on avait envie de repartir, on partait. Ouais. Là, même le soir, là, je me souviens très bien en Équateur, à côté de notre hôtel, il y avait justement ce City Stand. Ils ont mangé avec tous les ados du City. Ils y sont retournés après nous avoir dit, maman, on va manger des frites avec eux. OK. Ils sont venus nous dire, bon, est-ce qu'on peut rentrer? Tu sais, les ados, ils te demandent toujours un peu plus à chaque fois. Oui. Donc, la première fois, c'était, on peut manger avec eux. OK. Est-ce qu'on peut rester jusqu'à telle heure? OK. On peut rester encore plus. Et donc, du coup, eux, tu vois, quand on leur demande, leur meilleur moment en Équateur, c'est cette soirée avec ce tournoi de foot qu'ils ont vécu à Mindo en Équateur. Parce que on leur laissait de l'autonomie, ils avaient l'impression d'être grands, d'avoir des responsabilités, et ils ont vécu un moment avec des enfants de leur âge. Donc voilà, ça, c'est des chouettes moments pour eux. Ouais, des chouettes moments, des super souvenirs, c'est évident, quoi. Super. Et alors du coup, on va pouvoir aborder un peu les rencontres avec les locaux. Transition parfaite. Comment ça s'est passé? Alors j'imagine que c'est probablement différent peut-être selon les pays. Bon, déjà aux États-Unis, tu as dit qu'il n'y avait pas grand monde à croiser, tellement les espaces étaient grands. Mais dans les autres pays, du coup, avec les locaux, est-ce que vous avez pu nouer peut-être des liens à des endroits où vous êtes resté plus longtemps ou, Alors, on n'a pas loué d'amitié comme ça hyper forte avec les gens parce qu'on n'est pas resté non plus toujours longtemps. Mais le peu qu'on a fait, le peu des moments qu'on a partagés avec les gens qui nous recevaient déjà dans leur homestay. Alors, les homestays, c'est des chambres un peu comme chez l'habitant. C'est ce que nous, on a fait le plus en Colombie, en Équateur. Ces moments-là, les moments sur les marchés, les moments sur la place. On a Valentin qui est un petit enfant qui permet de rayonner et de faire venir les gens à nous parce que les gens s'intéressent aux enfants. Donc, on a parlé avec Et puis qu'il est trop mignon, tu peux le dire. Aussi, peut-être. Mais ça, je suis pas très objective. Mais tu vois, donc les anciens venaient nous parler, quand on était assis sur les bancs. Et donc, du coup, ces moments-là avec les locaux, ils permettent justement de créer des relations, certes assez futiles, mais très, on va dire, très fréquentes, très quotidiennes. Et donc, c'est comme si Valentin, tu vois, il faisait que dire, il y a encore tous les papis et les mamies, tu vois,
Pour lui, en fait, il avait l'impression que c'était des gens de notre famille, même si on ne les connaissait pas et même si on les voyait, on les revoyait pas forcément tout le temps. Mais pour lui, c'était des papis-mamies, il les mettait tous dans le même panier, puisqu'ils étaient un peu plus âgés. Et donc, du coup, chaque jour, il les voyait. C'est des moments très brefs, mais qui sont vraiment précieux, qui te réchauffent le cœur, qui te donnent le smile, en fait. Ouais. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai l'impression qu'en France, en tout cas depuis que je suis rentrée, je n'ai jamais parlé avec quelqu'un qui n'était pas quelqu'un que je ne connaissais. C'est-à-dire que tu t'arrêtes pas dans la rue pour parler avec des gens que tu ne connais pas. Et en voyage, c'est complètement différent. C'est-à-dire que tu vas parler avec tout le monde. Et ça, c'est si différent d'un quotidien que ça le rend magique, même si tu ne crées pas d'affinité et d'amitié. Oui. Et d'oser parler, de prendre le temps, d'offrir un café, d'offrir sur la glace à quelqu'un qui passe un jus, et puis de parler avec lui et tout ça. C'est des moments, tu ne peux pas t'imaginer, qui te réchauffent en fait, qui te font un bien fou. Eux, ils sont super contents. Et je pense qu'ils sont contents parce qu'on s'intéresse à eux, on s'intéresse à leur culture, on s'intéresse à leur pays, on fait l'effort de parler leur langue. Et du coup, c'est vraiment chouette. Et les enfants, du coup, aussi, se sont mis à fond à l'espagnol? Valentin à fond. Valentin est celui, quand on était avec les familles voyageuses, c'était l'enfant qui allait taper la discute avec la serveuse, revenir avec les coca, parce que malheureusement, le coca fait partie du voyage, à notre grand désarroi. C'est comme ça. Désolée pour ceux qui sont contre tout ça, mais on n'a pas trop le choix en voyage parce qu'il y a des fois, il n'y a que du coca, il n'y a pas d'eau. Okay. Et c'est la réalité, hein. Réellement, c'est la réalité. Et donc, lui, c'est celui qui allait parler avec tout le monde. Donc, aujourd'hui, Valentin parle espagnol, comprend un peu le portugais aussi. L'anglais, non, parce que vu qu'on était aux États-Unis qu'entre nous, il n'a pas du tout côtoyé les gens. Donc, l'anglais, ce n'est pas du tout une langue qu'il connaît ou il maîtrise. Mais il comprend très, très bien l'espagnol. Et nos grands, mais ça, c'est ma grande frustration. Je m'étais dit, bon, là, ils sont grands, ils sont ados. On en avait parlé avant le voyage. Et ça reste des ados, quoi. Ça reste des ados qui sont là. Maman, tu peux demander ça? Non, mais tu peux demander ça. Mais en fait, autant Camille a été celle qui a eu le moins peur d'eux, mais Raphaël et Hugo, en fait, ils avaient des blocages. Mais les mêmes blocages, sans doute, que j'avais quand j'étais en collège et en lycée, c'est-à-dire la peur de l'erreur, la peur de mal parler, la peur qu'on se foute de lui ou d'elle. Voilà. Le moment très gênant où la personne, même si elle fait des efforts, ne comprend pas ce qu'on dit. Exactement. Ouais. Donc, eux, ils ont aussi très bien compris, quoi. Ils comprennent très bien, parce que quand on a toujours eu des guides hispanophones, parce qu'il y a très peu de guides anglais dans ces pays-là. Donc, à chaque fois qu'on avait un guide en espagnol, au départ, on faisait la trad, et puis après, on ne la faisait plus. On leur posait la question. C'est-à-dire qu'avant, tu sais, on était les parents un peu robots. Bon, voilà, il vient de dire ça. Puis après, on s'est dit, très bien, ça n'a pas de sens non plus, parce qu'on ne leur fait pas travailler leur oreille. Donc, du coup, on les questionnait, on dit, qu'est-ce que vous avez compris? En fait, ils avaient très bien compris. Et du coup, voilà, ils comprennent bien. Ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour parler, mais tu vois, quand ils ont fait ce match de foot, là, ce tournoi, malgré tout, ils communiquaient avec eux. On sent quand même, quand ils sont plus là, ils communiquent. Mais ce n'est pas un espagnol courant, quoi. Ouais, mais si déjà ils comprennent bien, tu vois, ce qu'un guide raconte, c'est déjà qu'ils ont bien la langue dans l'oreille. Enfin, c'est super, parce que c'est pas avec les 2-3 heures d'espagnol que tu as. Alors, je sais pas, ça fait longtemps que je suis plus allée au collège, mais voilà, c'est pas rien qu'avec ça que tu deviens bilingue, hein, de toute façon. Donc si déjà ils comprennent. Bon, après, l'espagnol d'Espagne, c'est pas exactement le même accent et il y a des petites différences aussi de la conjugaison, quoi. Mais je peux te dire que ça n'a rien à voir. C'est déjà entre les 3 pays qu'on a fait qui parlaient espagnol, mais c'était incroyable la différence. Ah ouais. Entre le Mexique, la Colombie et l'Équateur, mais ça n'a rien à voir. On est arrivé en Colombie, ils nous mettaient des che partout. Tu ne pouvais plus dire todo recto pour dire tout droit. Eux, c'était je ne sais plus ce qu'ils disaient, mais c'est un mot qu'ils emploient que nous, on ne connaissait même pas. Ouais. Donc, non, c'est très différent d'un pays à l'autre. Mais c'est ça qui est sympa aussi.
Et donc, pour continuer avec les rencontres, donc vous avez passé du temps avec d'autres voyageurs. Donc, tu nous as un petit peu parlé déjà de cette famille que vous avez rencontrée à Rio. Vous avez rencontré aussi un peu d'autres voyageurs dans d'autres pays, si je me souviens bien. Alors, essentiellement, en fait, de familles voyageuses, on a rencontré une en Équateur et après beaucoup de voyageurs solos en Équateur, des couples ou des personnes toutes seules. Mais réellement, avec qui on a voyagé, on fait des bouts de chemin ensemble, ça a commencé réellement en Colombie, où là, on a eu la chance, en fait, qu'à ce moment-là, il y a énormément de familles voyageuses en tour du monde ou en grand voyage qui passaient par là et qui étaient également sur les réseaux. Donc, on a pu se réunir à des endroits bien précis pour passer du temps ensemble. Et quelle magie, quoi. Ça a fait de nouveau un bien fou à nos enfants, c'est-à-dire que de retrouver des copains avec qui ils peuvent parler français, etc., c'était trop chouette. Alors, Hugo, Raphaël et Camille, eux, ils ont rencontré que des adolescents qu'à partir du moment où on a été au Brésil. Donc, c'est pour ça aussi que ça a si bien matché avec les Globetrotters, parce que ils avaient le même âge, clairement. Après, on a rencontré au Brésil, en Colombie, une famille avec qui on avait voyagé dans notre premier tour du monde et avec qui on est toujours en contact, avec qui on s'est revus en France, etc. Et dont leurs enfants ont l'aîné à l'âge de Camille. Donc, tu vois, c'est quand même des ados. On a passé juste 2 jours ensemble à Carthagène, mais c'était génial. Et tu sais, c'est aussi un peu de se dire, punaise, on a fait déjà un premier tour du monde ensemble en 2016-2017 et on repart sans le savoir et sans se le dire 7 mois, parce qu'eux aussi ils repartent 7 mois. Ah ouais. 7 mois, la même année, et on passe par un pays en commun. Donc eux, ils ont commencé par la Colombie, donc eux, ils commencent leur voyage quand nous, on l'a terminé. Mais c'est pas grave, on a quand même réussi à se voir. Et c'était une émotion aussi toute particulière de se dire, voilà, la boucle, tu vois, on a terminé cette boucle qu'on avait entrepris ensemble au départ. Et puis après, bien évidemment, on a les quintuples. Les quintuples, ils sont arrivés dans notre cœur en Colombie parce qu'on s'est vu plein de fois en Colombie, parce qu'on a passé énormément de temps. On a passé quasiment 2 semaines et demie ensemble sur un voyage comme celui-ci et sur 2 mois de Colombie. C'est énorme en termes de temps. Et j'assimile ça, tu sais, des fois, les gens ne comprennent pas comment les relations de la télé-réalité, comment ces gens qui ne se connaissaient pas peuvent devenir du jour au lendemain, en rien de temps, des meilleurs amis. J'étais la première à ne pas comprendre ça avant. Mais l'enfermement qu'eux connaissent est le même pour nous en voyage, c'est-à-dire qu'on est dans la même ville, au même moment, dans le même projet, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu les connais pas, mais ils deviennent vraiment, en véridique, des meilleurs amis. Et je n'arrive pas à l'expliquer, je peux pas parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt, on a les mêmes passions, et parce qu'on vit un moment fort dans nos vies. Et de voyager avec eux, ça a été... les moments qu'on a passés ensemble sont des moments qui resteront gravés en nous pour toujours. Tu vois, les rencontres de voyageurs, c'est des moments intenses. Et puis, il y a des rencontres qu'on n'a pas faites aussi. Moi, je me souviens très bien, pendant notre voyage, il y avait plein de familles avec qui j'échangeais sur les réseaux sociaux. Je ne les connais pas personnellement, on ne s'est pas rencontrés. Mais c'est des personnes avec qui j'ai voyagé par procuration pendant tout leur voyage, qui ont suivi le mien et avec qui j'échangeais plus que mes amis au quotidien parce que c'était des amitiés de voyage, d'instant. Et je pense à Bogota, je pense à 4 ans backpack, je pense à Travel Familia. Bref, à plein de comptes qui m'ont marqué parce qu'on vivait la même chose au même moment. Ouais. Et aujourd'hui, si on se rencontre demain, je pense que c'est comme si on s'était toujours connus, en fait. Ouais. Mais du coup, cette transition parfaite, une nouvelle fois, je voulais te demander un petit peu quel compagnon de voyage Instagram a été. Pour tout te dire quand même, je sais plus si c'était dans le premier épisode qu'on a fait ensemble ou le deuxième, je sais plus. Tu m'avais dit que tu allais essayer de pas te faire happer par les réseaux sociaux parce que tu vis pas le voyage pour l'exposer, tu le vis pour l'expérience familiale, etc. Et puis toutes les découvertes que
que tu fais dans tous ces pays, les rencontres avec les locaux, tout ça, enfin tout ce dont on a parlé là depuis le début. Et donc, moi, à titre personnel, du coup, sachant que tu m'avais dit ça, j'ai été hyper surprise de te voir aussi présente sur Insta, avec vraiment beaucoup de stories tous les jours, sauf pendant la pause amazonienne. Et puis, punaise, tu répondais aux messages, quoi. C'est-à-dire que je sais pas si tu as laissé des gens dans le vent à certains moments parce que ton compte a explosé, ta communauté a vachement grandi. Donc, évidemment, quand ta communauté grandit, tu as de plus en plus de sollicitations, tu as de plus en plus de réponses à tes stories, de plus en plus de commentaires sur tes posts, etc. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Quelle place ce partage sur Insta a pris dans le voyage? Ouais. C'est vrai, avant de partir, je voulais vivre mon voyage et pas le subir ou le vivre derrière un écran. Parce que, effectivement, quand tu fais des stories sur Insta, ça veut dire qu'avant, tu as pris des photos, tu as fait des vidéos, etc., que tu vas repartager ensuite. Ça prend un temps fou. Ça prend énormément de temps. Et en fait, dans ma tête, c'était très clair que la journée, je ne ferais rien. C'est-à-dire que la journée, je la consacrais à ma famille. Je prenais des photos, mais comme tu prendrais des photos pour tes souvenirs et des vidéos pour tes souvenirs. Voilà. Donc, ça veut dire que dans la journée, jamais, hormis, je mets des guillemets, à la sieste de Valentin, si j'avais envie, tu vois. Mais jamais à un moment qui aurait pu porter préjudice à ma famille. Je n'allais sur Insta où je ne publiais de quelque chose que ce soit, photo, vidéo, post. Et donc, du coup, je me gardais ce moment en soirée, donc quand Valentin était couché, essentiellement, et quand Fabien, si on n'avait pas envie de faire une soirée tous les deux, ou bien une fois que Fabien dormait. Donc, c'est-à-dire que j'avais toujours un décalage de temps, c'est-à-dire que je venais raconter ma journée, mais pour moi, je la racontais, il était 11h, 11h30 le soir, tu vois. Donc, je n'ai pas eu l'impression d'être happée par Insta. Ce mode-là fonctionnait bien. Par contre, j'ai été dépassée à un moment donné, en étant très transparente, par la masse de messages que je pouvais recevoir. Et en fait, dans ma tête, le réseau social, il n'est là que pour l'échange. Ça ne sert à rien sinon de venir sur Instagram. Si je n'étais pas là, mais ça c'est propre à moi, hein. Je sais que ma maman, si elle m'écoute, elle va me dire « Mais non, je t'avais dit de ne pas répondre à tout le monde. » Je ne peux pas, et je pense que parce que je suis quelqu'un qui aime faire les choses bien et que je suis élevée comme ça et je travaille comme ça, si les gens me posaient des questions, je ne pouvais pas ne pas leur répondre. C'est comme ça que je le voyais. Donc effectivement, j'ai très peu dormi dans le voyage, je dormais peu. Je passais en moyenne, en étant aussi transparente, parce que je déteste cacher les choses ou ne pas dire la vérité, 3 heures tous les soirs pour répondre aux gens, mais dedans étaient englobés les stories que je faisais, les posts et les réels. Les gens pensent que ça se fait en 2 minutes, mais toi, tu le sais parce que tu t'alimentes aussi des réseaux. Je pense que je consacrais donc 1 heure à publier mes stories, à écrire, à faire les vidéos, les réels, les posts, etc. Et puis 2 heures à répondre aux gens. Je ne l'ai pas vu du tout comme une contrainte les 3/4 de mon temps, parce que en fait, c'était mon moment à moi. C'était le moment où je pouvais repasser ma journée dans ma tête. Au lieu de l'écrire dans un journal intime ou sur mon carnet de voyage, que j'ai lâché malheureusement en cours de route parce que je ne pouvais plus faire les deux, et ben, mon carnet de voyage est devenu Insta, est devenu ce réseau qui était alimenté aussi sur Facebook. Mais du coup, c'est ma boîte à souvenirs à moi. Les réels, je ne les ai pas créés pour les gens qui les regardent. En plus, je ne sais pas comment marche très bien encore cette option parce que c'est un truc qui m'est un peu bizarre. Je trouve ça bizarre comment c'est mis en avant. En plus, ça change tout le temps, c'est insupportable. Voilà. Donc, du coup, c'était vraiment pour moi. C'est mes petites vidéos à moi que je faisais de mes moments à moi. Mes stories, c'était aussi pour moi. Et donc, en fait, je ne l'ai jamais vécu comme ça. Le moment où je l'ai vécu comme une contrainte, plus, hein, c'est les moments où on était avec les amis, en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand tu fais une soirée et que tu finis à 2h du mat, parce que c'était un moment hyper festif, et qu'après tu te dis, ok, là je dois en plus répondre maintenant pendant 2 heures à Insta, à un moment donné j'ai dit stop en fait. J'ai dit là je peux pas, tant pis, je réponds pas aux gens. Je mets un message en story en disant je suis désolée, et tu as dû les voir passer, je suis pas là disponible pour répondre à vos messages.
Je les verrai dans 1 semaine, dans 3 jours, en fonction du temps qu'on restait avec nos copains. Et puis aussi, quand je dis que je passais pas de temps sur les réseaux en journée, c'est faux. Quand on avait les transports, par exemple, on passait et tu l'as vu, des fois, on faisait 15 heures de bus. Ah oui, c'était fou. C'était hyper long. Donc, pendant ces 15 heures de bus, pendant que tout le monde regarde des films, parce que moi, je regarde pas de films. Moi, j'ai pas regardé un film du voyage, par exemple. Pendant que Fabien enchaînait 3 à 4 films, et ben moi, j'enchaînais 1 ou 2 bouquins. Et puis, je répondais 1 heure ou 2 à Insta, tu vois. Je m'accordais mon moment à moi parce que j'avais besoin de lire, j'avais besoin de ce temps que je n'avais pas dans le quotidien parce que du coup, on fait des visites, après, il y a Insta. Donc, mes moments de transport, c'était les moments où je bouquinais. Donc, moi, j'adorais aller prendre le bus pendant 15 heures parce que je pouvais engloutir mes livres. Et puis, bah voilà, ça se faisait comme ça, les enfants moins. mais voilà. Donc, du coup, je n'ai pas été happée. Le retour a été violent pour ça. Parce que du coup, au retour, j'étais submergée. C'est-à-dire que j'avais déjà tellement de choses à gérer dans la maison, un quotidien. Et là, aujourd'hui, je dois avoir, en étant très honnête avec toi, 1000, 2000 messages à lesquels je n'ai pas répondu. Oh là là. Mais je peux pas. Donc, non, mais mets une petite story en disant voilà, je fais des bisous. Et puis voilà. Je mets des messages en disant je suis désolée, je vais répondre très tardivement. Mais le problème de ça, Flo, c'est qu'à un moment donné, c'est que si tu as trop de retard, mais comme tout avec le linge, par exemple, à un moment donné, tu as une montagne, donc tu peux plus. Donc, je sais très bien que je pourrais plus répondre à ces anciens messages. Oui. Mais c'est pas grave, les gens, ils comprennent. Et puis, du coup, ils me refont un nouveau message sur le truc que je suis en train de dire. Oui, s'il y a des gens qui ont vraiment aussi des questions particulières sur une partie du voyage ou quoi, ils reviendront vers toi un petit peu plus tard, quoi. Voilà. Et puis, pour en avoir échangé avec des familles voyageuses qui sont venues et qui, eux aussi, ont eu leur compte, qui ont pris énormément de proportions, qui me disent aujourd'hui, ben non, je peux pas, je reçois un message et puis c'est fini. Donc peut-être qu'un jour, je vais être arrivée à faire ça. C'est pas du tout une envie de ma part parce que je vois pas l'intérêt en fait. Si je suis là, c'est pour échanger, c'est pas juste pour partager ce que je fais de ma vie en fait. S'il y a plus l'échange qui est derrière, ben, je pense que si j'arrive plus à faire ça, je pense que je partagerai plus sur Insta. Parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre en fait. Oui, tu as raison. Ça n'a pas vraiment beaucoup de sens juste d'exposer ta vie pour le plaisir de montrer ce que vous faites. C'est en effet l'échange qui est... c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle un réseau social. On a un peu oublié, mais... ouais. Et on dénigre beaucoup et beaucoup. J'ai reçu des gens aussi qui ne comprenaient pas comment on pouvait exposer sa famille comme ça en voyage. Et je leur ai dit les choses comme je viens de l'expliquer, c'est-à-dire que je ne viens pas là exposer ma famille, mon voyage. Effectivement, j'expose notre voyage, mais pas dans le sens malveillant, malsain ou je ne sais quoi. Oui, c'est pas pour dire regardez comme on est beau, la vie trop cool qu'on a. Je viens pour donner des tips, partager, échanger et surtout recevoir aussi. Parce que là, tu disais ça, mais quand je parle pendant 2 heures avec les gens sur des réseaux sociaux, ils ne me disent pas « Oh super, jolie casquette ». Non, il y a vraiment un échange. C'est-à-dire qu'ils vont me donner des tuyaux, ils vont me dire bah, « Vous êtes là, mais allez faire ce truc-là qui est vachement bien ». Donc, si effectivement, je ne lis pas et je ne check pas tout ça, bah, je passe à côté aussi de lieux que je n'aurais pas vus. Donc, en fait, on dit tout le temps, on dramatise un peu ce réseau social en disant « C'est mauvais, c'est pas bien, machin truc ». Bon, quand on voit le nombre de personnes qui l'utilisent chaque jour, je pense qu'il n'est pas si mauvais que ça, parce que sinon, on n'irait pas. Hein. Et c'est surtout que tu fais des rencontres incroyables. Sans réseau social, aujourd'hui, je n'aurais pas rencontré toutes ces familles qui sont rentrées dans ma vie aujourd'hui. Effectivement, il y a des blogs. Moi, je n'ai pas le temps d'alimenter le blog. Ça va être mon prochain projet, là, d'alimenter le blog. Mais il faut arrêter de dire que c'est vraiment mauvais, que ce n'est pas bien, que c'est ceci et cela. Je disais très ouvertement aux gens, si vous ne vous sentez pas bien de suivre notre famille, ne nous suivez plus. Enfin, je veux dire, si ce qu'on vous apporte ne vous convient pas. Moi, aujourd'hui, je suis des comptes qui m'apportent quelque chose. Sinon, je ne suis plus ces gens-là. Donc voilà, faut. Et puis là, je comprends très très bien. Là, tu dis j'ai exposé, mais là, je perds énormément d'abonnés. Mais c'est normal aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont arrivés par notre voyage. On n'est plus en voyage. Mon quotidien métro, boulot, dodo, il plaît beaucoup moins et je l'entends tout à fait. Je veux dire, c'est pas grave. Et dans notre prochain voyage, il y a des gens qui vont venir nous retrouver, etc.
voilà, la vie, elle est faite de ça, quoi. Je veux dire, un nombre d'abonnés, c'est rien, quoi. Je veux dire, on s'en fout, quoi. J'en ai rien à carrer de savoir qu'aujourd'hui, j'ai tant d'abonnés. L'objectif, c'est de prendre plaisir, d'échanger et de partager, quoi. Ouais. Bon, ben, en tout cas, moi, je suis très contente d'entendre que tu n'as pas été happée et que tu l'as fait par plaisir, ouais, et puis que ça t'a apporté beaucoup, quoi. C'est le but du jeu. C'est ça. Et puis aujourd'hui, tu vois, là, avec tous mes petits coups de mou en ce moment, mais qu'est-ce que je suis recontente de retrouver dans mes stories à la une ce qu'on a fait. En fait, c'est vrai que de mettre sur Insta, ça fait un peu un truc en instantané. Et en fait, jamais j'aurais eu autant de souvenirs à un endroit donné, déjà classé, déjà. Quoi, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais tu vois, par exemple, je veux me replonger dans le Brésil, je me refais toutes mes stories à la une et j'ai l'impression de revivre le voyage une deuxième fois. Et qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Vraiment, pour moi, c'est bénéfique. Mais honnêtement, alors je te comprends tout à fait. Moi, je suis moins dans l'image, à titre personnel. Quand on voyage, j'adore écrire. Et donc, en fait, j'écris mon carnet de bord. Ouais. Après, les photos, ça dépend du temps que j'ai devant moi, si je peux déjà les trier ou pas. Et là, en ce moment, j'ai une copine qui voyage en Islande. Et en gros, elle nous envoie des petites photos sur notre groupe WhatsApp et tout ça avec les copines. Et je me dis, oh punaise, c'était trop bien. J'ai relu tout mon carnet de bord de l'Islande. Comme toi, tu pourrais regarder finalement tout ce que tu as partagé. Et tu revis le voyage. Je me dis, oh punaise, c'était trop bien, quoi. Et voilà, j'ai l'impression d'être partie en voyage. Donc ouais, c'est ton carnet de bord, quoi. C'est ça, parce que c'est pas juste des photos que je mets brutes, en fait. J'ai toujours écrit des choses, donc j'étais dans l'émotion. Ce que je tapais, ce que j'écrivais sur Insta, c'était ce que j'aurais pu écrire sur mon cahier. Donc, en fait, voilà, j'ai fait un journal de bord, on va dire collectif, pour justement permettre d'avoir du soleil à ceux qui en avaient besoin, pour permettre à ceux qui vont voyager d'avoir des informations pour pouvoir retrouver s'ils en ont besoin. Et puis aussi pour ma famille, nos copains qui étaient là, qui étaient contents de nous suivre, et aussi pour nous, et principalement pour nous. Ouais. Demain, si j'ai envie d'imprimer tout ce que j'ai mis sur Insta, je peux. Et j'aurai tout ça pour mes enfants. Mes enfants, s'ils me disent, maman, tu peux nous partager toutes tes stories à la une sur tel pays, je le partage, et hop, ça y est, c'est fini. Donc, tu vois, je trouve ça chouette, en fait. Moi, je suis une éternelle optimiste, et je me dis que si ce réseau social était là, c'est qu'il existe et qu'on y est allé, c'est qu'on y trouve forcément du plaisir et quelque chose, quoi. Ouais, c'est ce qu'il faut. J'avais juste quelques petites questions un peu plus logistiques, pratiques, etc. En plus, dans les premiers épisodes qu'on avait fait, on avait pas mal abordé les questions pratiques d'organisation d'un voyage au long cours. Et je voulais bien qu'on parle un petit moment de logistique, de sacs, de vêtements, de lessive, comment ça se passe. Est-ce que ça s'est bien passé finalement? Donc chacun avec son sac à dos à défaire, à refaire, les compartiments de rangement et tout ça. Ouais, ça s'est très bien passé. Alors là, pour le coup, avec l'organisation qu'on avait, qui était la même pendant notre premier tour du monde, mais avec des ados, je n'ai plus du tout. Alors moi, j'ai préparé les sacs à la maison et après, je n'ai plus géré leur sac à dos. C'est-à-dire que… Magnifique. Et ça, c'était génial. Bien évidemment, quand on faisait les lessives, alors les lessives, pour répondre à ta question, très souvent, on n'a fait que 2 laveries. Donc, 2 laveries, ça veut dire le truc chiant où c'est toi qui plies ton linge, machin truc. Et tu dois le mettre à sécher. Et sinon, on a toujours donné à des personnes dans les laundries qui sont spécialisées pour ça et qui te lavent ton linge et qui te le redonnent dans un paquet. Et après, tu as juste à dispatcher à tes enfants. Donc, moi, je faisais les piles sur les lits. Les grands récupéraient leurs piles. Ils remettaient ça dans leur pochon et dans leur sac à dos. Donc ça, c'était très simple. En termes de logistique, on faisait à peu près une lessive tous les 2 jours, 3 jours, ça dépendait. Des fois, on avait un sac j'avais emmené des tote bags, en fait, où on mettait nos linges sales. Et donc, la place du tote bag remplissait la place du vêtement propre qui était dans le sac. Donc, non, ça s'est très, très bien fait. Et tu trouves ça facilement, les endroits pour laver les vêtements et tout ça partout? Oui. On trouve partout, à tout coin de rue. Même dans tous les petits villages, tu avais 2-3 personnes qui lavent le linge, en fait. Il ne faut pas oublier que là-bas, ils n'ont pas tous une machine à laver, en fait. Donc, nous, on a l'impression que c'est pour les touristes, mais pas du tout. C'est leur quotidien, en fait. Ils emmènent leur linge à laver, c'est pesé au kilo, et puis ils te le redonnent en fin de journée. Donc, ils sont hyper rapides. Tu peux l'avoir, tu le déposes le matin, tu le récupères le midi, ou tu le déposes le matin, tu le récupères le soir.
ça se fait vraiment dans la journée. Oui, du coup, ça, c'est pas trop lourd à gérer en te disant, attends, il faut pas qu'on aille déjà là parce qu'on n'aura pas récupéré le linge, et nanani, nanana. Ouais, c'est hyper simple. Ça n'a pas du tout été une charge mentale ni des contraintes. Tu pars avec tes sacs de linge sale, avant le petit-déj en général, tu les déposes à la laverie, tu vas manger, et puis après, tu les récupères en soirée. Et c'est ouvert jusqu'à 22, 23, même minuit. Ouais. Donc, en fait, tu n'as pas du tout... tu n'es pas contraint par un horaire, en fait. Ils ne te donnent jamais d'horaire, d'ailleurs. Ils te disent, oui, tu peux revenir dans l'après-midi. Donc, tu viens quand tu veux. Et pour Valentin, donc, lui, c'était nous qui gérons son petit sac. Bon, très facile aussi. En termes de vêtements, on est parti plutôt bien en termes de quantité. Rien nous a manqué, rien n'était trop superflu. On a très vite donné pour remplacer quand c'était abîmé ou bien parce que Camille craquait sur un t-shirt, donc elle en donnait un autre à quelqu'un. Ah ouais. Quoi, tu vois, c'était un peu ça, c'est-à-dire, ok, je veux bien t'acheter un t-shirt, mais tu dois t'en séparer d'un, quoi. Ouais. Oh, ça doit être dur quand même. Ouais, mais je crois que l'envie de l'achat était plus forte que la séparation. Ouais. Donc non, ça s'est très très bien organisé, quoi. C'était facile, quoi. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile que la première fois. Ouais, oui, tu devais gérer pour les 5. Ouais. Alors que là, ouais, en effet, plus léger. Bon, ben, génial. En termes de budget, donc vous aviez une idée assez précise de l'argent que vous aviez à allouer à ce voyage. Oui. Bon, ben, vous êtes 6, 5 qui comptent quasiment tout le temps comme adultes. Donc en effet, c'est un budget assez, enfin, qui peut vite monter en fait si tu fais pas trop gaffe. Est-ce que vous avez réussi à rester dans ce que vous aviez prévu? Alors là, je suis tellement happée par le retour que je n'ai pas fait notre budget total et je n'ai pas les chiffres, mais en tout cas, c'est sûr qu'on avait un budget de 50 000 € quand on est parti. On a dépensé les 50 000 €. Je ne sais pas si on a dépassé de beaucoup, peut-être 51, 52, je te redirai ça. Ouais. Mais on n'a pas dépassé 55 000, ça c'est sûr. Donc on peut dire quand même qu'on est dans les clous du budget. Ouais, c'est pas mal quand même. À la louche, qu'on serait plutôt aux alentours de 52, 53, je pense. On a dépassé de 1 000 € au Mexique, pardon. Équateur-Colombie, on était dans les clous quasiment. Et au Brésil, je pense qu'on a dépassé un tout petit peu. Okay. Mais il faudra que je te redirai. Et du coup, c'était des infos que tu avais pris sur Voyage à Contresens là pour estimer. Et donc, ouais, c'est ça, planificateur à contresens. Donc, du coup, c'est pas mal quoi, comme outil, parce que si vous arrivez à moins de 10% d'écart sur 7 mois, à 6, je trouve que c'est quand même bien visé, quoi. En fait, on avait, comme je te l'avais expliqué, un budget par jour et qui était différent selon les pays en fonction du coût du pays. Et donc, à la fin de chaque pays, j'ai fait le post-budget pour ceux qui seraient intéressés pour Insta. Et donc, du coup, je détaillais tout. Et en fait, à chaque fois, on était quasiment dans les clous des planificateurs à contresens. Donc, pour moi, c'est vraiment l'outil le plus précis aujourd'hui pour voyager. Et nous, à 6, j'ai mis qu'on était 1, 2, 3. On avait 4,75, je crois. Parce qu'en fait, tu mets en nombre de personnes. Et les enfants sont considérés comme des demi-parts. Okay. Donc, il fallait faire un mixte entre Camille et Valentin. Donc, je crois que nous, on est à 4,75 ou 4,85, un truc comme ça. Ouais, ok. De part. Ouais. Mais non, c'est... Et puis, faut pas... Au-delà de faire attention, on a aussi subi la crise avec la flambée des billets d'avion. Et ça a aussi impacté énormément notre budget, qui n'était pas prévu initialement comme ça, et également tous les tests Covid qu'on a dû payer. Donc, au final, tu vois, je me dis, si on a 2 000 ou 3 000 € de plus, c'est pas si déconnant au vu de tout ce qu'on a dû payer plus cher qui ne l'était pas prévu. Ouais. Donc, je pense réellement qu'ils sont bien dans les clous. Et est-ce que ça vous a demandé de faire des concessions, d'être vraiment le nez dessus tous les jours, enfin pour chaque visite ou chaque resto, ou pas? Non, pas du tout. Alors, ça, c'est vraiment, je pense, très particulier en fonction de chaque famille que tu vas intervenir. Oui, c'est assez personnel, ouais, probablement. Nous, pour le coup, on a une application. Donc, tous les jours, je rentre mes dépenses sur une application qui me permet d'avoir mon budget à la fin.
Donc, tu rentres aussi, c'est hébergement, laundry, restaurant, activités, etc. Mais jamais j'ai le nez dessus, en fait. C'est-à-dire que je rentre tous les jours et puis je dirais, une fois tous les 15 jours, je regarde où on en est. Donc là, je me dis, bon, attends, en Colombie, on a 255 € par jour. On est rendu à 17 jours. Je fais 255 fois 17 jours et je regarde si je suis dans les clous, mais jamais au quotidien. Donc, on ne s'est jamais privé dans un restaurant. On avait envie de manger une gaufre, on mangeait une gaufre. Après, tu vois, c'est plutôt dans les activités. Là, oui, tu vois, les Galapagos, pour le coup, on s'est dit, bon, ça ne rentre pas dans le budget. Ouais, même, tout d'un coup, c'était 5 000 € d'un coup. Voilà. Oui, c'est énorme, quoi. Puis des choses aussi par rapport avec les enfants. Tu vois, par exemple, du rafting, du canyoning, des choses comme ça. Mais là, tu regardes où tu en es dans ton budget. Tu vois si ça passe. Bon, bah, ça ne passe pas, on ne prend pas. Ouais. Mais par exemple, les bus, il y a des bus, on a payé 100 € notre place, chacun. Parce que c'était hyper cher. Là, tu ne te dis pas, bah non, tu ne peux pas, parce qu'il faut bien que tu ailles au point B. Donc là, bah, tu sais que il y a des choses qui sont pas, où tu n'as pas de marge de manœuvre. Ah ouais. Bon, pour les bus, en nombre d'heures, vous en avez eu pour votre argent. Oui, ça c'est sûr. Surtout que dans de très nombreux bus, on n'a même pas mangé. Donc là, on a fait des économies. Il faut toujours voir le beau côté des choses. Je rigole maintenant, mais sur place, je peux te dire que c'était beaucoup moins rigolo. Ouais, j'imagine que vous avez dû avoir quand même aussi un peu des ascenseurs émotionnels, parce que bon, tu nous as parlé de chacun des pays, forcément, ce que tu en retiens, c'est du positif, c'est des belles images, les beaux paysages, les émotions que vous avez vécues, les gens que vous avez rencontrés, etc. En effet, il y a dû y avoir quand même quelques ascenseurs émotionnels avec des longues heures de bus qui n'en finissaient pas. Plus le temps passait, plus vous reculiez, quoi, plus la destination reculait. Donc oui, c'est sûr que... ouais. Et les gens, tu sais, toi, tu as retenu, tout à l'heure, tu disais le Mexique, c'est égal aux cénotes. Et ben, pour les gens, malheureusement, l'Équateur est égal à la pluie. Et ben, la Colombie, c'est égal au bus. Pour beaucoup, oui, ouais. C'est vrai. Alors, en fait, si je ne l'ai pas dit, c'est un peu parce que j'avais quand même dans le souvenir que vous aviez vraiment pris beaucoup de plaisir dans ce pays. Ouais. Et puis, je me souvenais plus si c'était en Colombie ou en Équateur, les longues heures de bus. C'est surtout en Colombie, mais aussi pas mal en Équateur. Tu as raison, il y avait un peu des deux. Ah bah, donc voilà. Là, je peux dire que les enfants, ils ne nous disent plus dans combien de temps on arrive Mamie, c'est 1 heure de route. Oh non, c'est trop long. Là, maintenant, ils enquillent les trajets. Ouais. Non, mais pour ça, tes enfants, ils sont extraordinaires quand même. Non ? Ou est-ce qu'ils étaient ultra pénibles et que tu ne nous l'as pas dit? Non, c'est vrai qu'ils ont été super. Ouais. Sur les grands, à la rigueur, je me dis, bon, tu leur colles un écran à cet âge-là, 15 heures d'écran, si tu ne mets pas de restrictions, ils sont contents, réellement. Mais Valentin, c'est plus Valentin. Là, il nous a bluffé. 15 heures de bus où il n'y a pas de réseau. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au bout d'un moment, l'écran ne marche plus. Il n'y a même pas de truc pour recharger l'écran. Donc, après, c'est jouer au Uno, la pâte à modeler, tu sors plein de trucs. Ils ont vachement bu aussi. Et puis, ils ont vachement attendu. Ils étaient attentistes. Ils regardaient le paysage, ils regardaient les gens dans le bus. Et en fait, je pense que c'est aussi une forme de résilience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Ouais. Et donc, Valentin, on lui expliquait, tu n'as pas le choix. Donc là, lui qui me regardait, il dit, je peux faire encore dodo? J'ai dit, oui, refais dodo. Et du coup, il repartait sur une deuxième sieste. Ça, c'est magnifique. Ouais, ce qui est fou avec Valentin, et ça, je ne l'ai pas souvent dit, c'est que c'est un petit garçon qui nous demande toujours s'il peut dormir. Ah ouais, c'est extraordinaire, ça. Mais partout, c'est-à-dire tout le temps. Là, par exemple, on est allé ce week-end chez mes parents. Au bout d'une demi-heure de voiture, il me dit « Maman, je peux faire dodo ?» Oui, tu peux faire dodo. Dans le porte-bébé, il tapait l'épaule de Fabien pendant qu'on faisait une grande rando, je ne sais pas combien d'heures. « Papa, je peux faire dodo ?» Oui. Je ne sais pas pourquoi il demande, mais en tout cas, il demande. Donc, du coup, dès qu'il demande, par contre, dans la seconde, il dort direct. Ah oui. Je ne sais pas ce que ça ferait si on disait non, tu vois. Il faut essayer. Il vous demande pas genre 5 minutes avant d'arriver. Je peux faire dodo. Là, tu dis non, quoi. C'est pas pratique. Même pas, tu vois. Ça te met toujours plutôt bien dans le timing. Et non, ils ont été, parce qu'ils ont été cool. Quoi. Même nos grands, ils ont été cool parce que ce qui dit transport, c'est qu'après, tu arrives à pas d'heure et c'est pas fini. Tu arrives de ton bus, mais après, il faut choper un taxi, il faut marcher 2 kilomètres et tu n'as toujours pas mangé. Et tu ne sais pas à quelle heure tu vas manger, tu ne sais pas à quelle heure tu vas prendre une douche, tu ne sais pas à quelle heure tu peux aller aux toilettes.
Ça, c'est pareil, on dit 15 heures de bus, mais dans les 15 heures de bus, il n'y a jamais de toilette. Donc, ça veut dire que quand tu as envie d'aller aux toilettes, il faut aller demander au chauffeur qui s'arrête sur le bord d'une route. Bah, il faut accepter de faire pipi sur le bord d'une route devant tout le monde, parce que tous ceux dans le bus, potentiellement, ils peuvent te regarder, parce qu'ils t'arrêtent en plein milieu d'une pampa où il n'y a même pas un arbre. Donc, toi, tu fais 60 kilos tout mouillé, tu dois cacher Camille ou n'importe qui, plutôt Camille, parce que oui, les garçons, à la limite, ça va. Mais c'est compliqué, vraiment, c'est compliqué, quoi. Là, tu acceptes de sortir réellement de ta zone de confort. Ouais. Tu en as parlé un peu sur les réseaux, même avant votre retour. Vous avez déjà des prochains projets de voyage. Donc, vous n'êtes pas rassasié, mais je crois que vous ne le serez jamais. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus de ce que vous envisagez ou pas, comme tu veux? Si. Alors, effectivement, je crois que ce qui est compliqué, c'est que quand tu as goûté à ça, que tu as fait 2 grands voyages dans ta vie et qu'on part 2 mois aussi, tout à l'heure, 2 mois de parenthèse, tu as eu la chance en Océanie. Nous, on a la chance d'avoir des parenthèses de 2 mois tous les étés, donc c'est déjà une chance inouïe et je le mesure réellement. Donc, et on a toutes nos vacances scolaires. Donc là, à la Toussaint, notre premier petit road trip, c'est pas un road trip qui va dépayser forcément les gens, mais nous qui va nous faire un bien fou. On part pendant 15 jours retrouver tous les voyageurs qu'on a rencontrés sur les routes. On fait un petit tour pas de France, parce qu'on va être vraiment plutôt dans le nord. On va entre Lille, Paris, le Luxembourg, où on va aller voir toutes ces familles voyageuses qu'on a rencontrées. Donc, ça va nous faire un bien fou. Ah ouais, c'est génial. Mais vous allez revivre, vous allez replonger dedans, quoi. C'est ça. Et ça, on a vraiment hâte et on s'est tous dit pendant le voyage, si on ne pose pas les dates pendant le voyage, après on est happé. Et donc voilà, donc là on a 15 jours qui sont vraiment bloqués avec ça à la Toussaint. Donc à Noël, on va pas bouger parce qu'on passe Noël en famille parce que ça nous est propre et cher. En février, on ne sait pas encore, tout dépendra de l'hiver qu'on aura, mais on va bouger. Pas forcément le ski, mais on part peut-être en Europe. Et cet été, par contre, on va partir 2 mois en Asie. Voilà, alors, pas 2 mois tout à fait, parce qu'on a 2 mariages de 2 copains qui nous sont très proches. Et donc, du coup, ce qui est drôle, c'est qu'il y en a un qui se marie le vendredi et l'autre le samedi. Donc, du même week-end. Du même week-end. Donc, au départ, on a eu peur, on s'est dit, punaise, on va en rater un. Ouais. On va faire un choix. On ne fait pas de choix. Par contre, on traverse un bout de France quand même sur le matin du mariage du samedi, tu vois. Et donc, du coup, comme on est un peu des fous, eh bien, dès le week-end du mariage, et on prend notre avion le lundi matin pour partir sur l'Asie. Donc là, c'est encore un peu flou dans nos têtes. On pense Malaisie, Thaïlande, Cambodge, Vietnam. On ne sait pas trop. On ne veut pas en faire beaucoup parce qu'on n'a qu'1 mois et demi et on ne veut pas s'éparpiller pour profiter dans chaque pays. Mais ce qui est certain, c'est que moi, je veux retourner au Temple d'Angkor avec Valentin parce qu'il ne connaît pas et que nos grands étaient petits et que je pense que de y retourner quand tu as 16 ans, 17 ans et 15 ans, c'est incroyable de revivre ça. Donc, c'est sûr qu'on retournera au Temple d'Angkor. Et après, je me laisse, là, tu vois, les quelques mois qui vont arriver devant nous pour organiser ça. Parce que je veux aussi réserver nos billets d'avion tôt, quoi, tu vois. Donc, là, c'est en pleine réflexion. Et puis l'Asie, c'était à la base la destination de ce voyage de 7 mois. C'est ça. Et puis, bon, là, je ne peux pas en parler beaucoup parce que rien n'est avancé encore et que la famille n'est pas au courant, le travail n'est pas au courant, etc. Mais je pense que d'ici 2 ans, nous allons changer de vie. Et du coup, on fera un podcast à ce moment-là ensemble. Ouais, mais carrément. Avec plaisir. Mais en tout cas, on est plein de projets, quoi. On a notre tête qui fourmille et on se rend bien compte que... Et ça, c'est un peu le risque, j'ai envie de te dire, c'est qu'on ne peut plus maintenant vivre ici. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rester dans un quotidien comme on a eu l'habitude de vivre. On s'y retrouve plus tous. Moi, je pense que je suis celle qui en souffre le plus. Mais après, il faut trouver des alternatives qui vont correspondre à tout le monde, c'est-à-dire qui vont respecter les besoins des enfants, respecter les besoins de Fabien et satisfaire les miens. Donc voilà, on se laisse 2 ans et puis on ne sait pas si ça sera un choix, si on a raison ou pas. Mais on ne veut pas avoir de regrets, donc on veut tenter l'expérience. Ah ouais. Bon, en plus, tu verras parce que dans 2 ans, ton aîné aura quel âge? Il aura 17 ans, 18 ans?
18, il rentrera à la fac. Ouais. Donc, ça va être petit à petit. Vous allez rentrer dans une phase qui est difficile aussi pour un grand nombre de parents de voir ces enfants qui prennent leur autonomie, leur indépendance et qui quittent le nid. Donc, ouais. Bon, vous avez quand même Valentin qui est là pour de longues années encore avec vous. Tout le monde me disait, mais c'est pas grave, Audrey, vous êtes rentrée, mais tu repartiras avec Fabien quand tu seras à la retraite. Non, ouais. Entre-temps, quand même, tu peux. Ouais, alors, tu sais que ça te fait une sacrée claque. Tu dis, OK, donc là, j'ai 41 ans. La retraite, il ne faut pas se leurrer, elle ne sera pas dans 65 ans. J'aimerais bien, tu vois, entre les deux, faire autre chose que ça et de ne pas attendre tout ce temps. Parce que je ne sais pas comment je serai à 65 ans, si ma santé, etc., me permettra de voyager à travers le monde. Et je suis un peu de cette nature-là de me dire, vivons le moment présent, on ne sait pas trop de ce que sera fait demain. Et je crois qu'encore plus maintenant, je veux savourer les plaisirs de la vie tout de suite, en fait. Je ne veux plus attendre. Ouais, moi, encore une fois, je fais partie de la même équipe que toi. Tu sais jamais ce qui peut arriver demain, en positif ou en négatif. Le bonheur, c'est maintenant, quoi. Tu vas pas attendre que le Covid passe, tu vas pas attendre que l'inflation s'arrête, tu vas pas attendre que tous les malheurs de la Terre s'arrêtent, de ne plus devoir travailler parce que le temps qu'on y arrive, on ne sait pas à quel âge ce sera, ni dans quel état on sera. Donc, la vie, c'est maintenant, quoi. Exactement. Donc, ouais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, on a les moyens de se permettre de pouvoir envisager et faire en sorte que ta vie, tu peux la modeler comme un peu quand même, je trouve, à ce que tu as envie d'attendre d'elle. Bien évidemment, ce n'est pas facile pour tout le monde, ça je l'entends. Et que peut-être certains diront oui, vous êtes des privilégiés. Ce que je ne pense pas, fondamentalement. Mais je pense que ce sont des choix de vie. Et à partir du moment où ton choix de vie t'amène à réfléchir et à repenser ta vie, ton travail, etc., pour te permettre de réaliser tes rêves, je me dis, allez-y, au Banco, il faut y aller, il faut foncer, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir clôturer sur ça. Tu nous en avais parlé lors des premiers épisodes. Ce sont des choix de vie. Vous faites des sacrifices, vous avez fait des sacrifices pendant 5 ans pour pouvoir dégager 50 000 € et partir. Vous avez tout organisé pour avoir cette parenthèse. C'est pas que vous avez de la chance. Vous avez créé les conditions favorables à ce voyage extraordinaire. Vous le devez à personne d'autre qu'à vous. Et donc voilà, c'est extraordinaire. Si amis auditeurs, vous avez des rêves de voyage ou d'autres choses, c'est maintenant, quoi. Et allez-y, c'est à vous de jouer. C'est clair. N'attendez pas, foncez. Ouais. Bon, Audrey, merci infiniment pour ce partage, ce voyage. Écoute, je suis heureuse d'avoir replongé dans ce voyage avec toi. Tu as replongé dans ces 7 mois d'aventure. C'est pas facile de trouver le temps, etc. Vous êtes happé par la vie quotidienne, là, ce retour un peu en fanfare directement dans le bain. Mais bon, on a fait une grande parenthèse et un voyage avec toi. Merci infiniment pour ton partage et puis ton authenticité, en fait. Tu nous as partagé vraiment, je pense, avec beaucoup de sincérité, votre expérience. Et donc, c'est hyper précieux pour tout le monde. Merci. Merci à toi surtout parce que l'enregistrement, il arrive effectivement assez proche de notre retour. Au début, je me suis dit, waouh, je suis encore hyper dans l'affect, etc. Et en fait, ça fait vachement de bien de reparler voyage. Donc, merci à toi. On se reparle très bientôt pour tous vos projets. Et évidemment, on te suit. Moi, j'adore votre vie quotidienne. Ton sourire, le sourire de Valentin sur les photos. Franchement, voilà, je vous souhaite le meilleur à vous tous. À très bientôt. À bientôt. Vous l'entendez peut-être un petit peu sur la fin. En fait, on était toutes les deux assez émues en fin de conversation. Vraiment, encore une fois, Audrey, je te l'ai déjà dit 1000 fois, mais merci beaucoup d'avoir témoigné, d'avoir pris le temps à ce moment-là aussi
de parler avec moi de ce voyage. On a abordé plein de sujets ensemble. Après coup, je me suis rendu compte qu'il y en avait encore plein d'autres. J'avais encore plein de questions finalement à te poser sur l'école, par exemple, sur le problème au pied que Camille a eu, où elle a passé quelques semaines avec une botte. Voilà, enfin bref, il vous est arrivé tellement de choses. C'est un voyage extraordinaire. Et donc vraiment, merci du fond du cœur d'avoir partagé ça avec toute la communauté des parents voyageurs. C'est vraiment un témoignage, et donc pour le coup, plusieurs témoignages que tu nous as offerts. C'est vraiment très précieux et j'espère que voilà, ça vous, chers auditeurs, Audrey vous a dépaysé, vous a fait voyager, vous a peut-être donné envie de concrétiser des projets de voyage un petit peu fous. C'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas. Si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à nous laisser un petit commentaire, à le partager sur les réseaux ou tout simplement autour de vous dans la vraie vie. Merci à tous et je vous donne rendez-vous dans 1 mois et demi pour un prochain épisode puisque Émilie va animer les 2 prochains. Elle va récupérer la place que je lui ai chippée cette semaine. À très bientôt!